Si vous vous baladez en Belgique et que vous commencez à prêter attention aux monuments qui se trouvent autour de vous, il y a une date sur laquelle votre regard finira forcément par tomber. 1830, l'année de la Révolution belge, l'année qui a vu naître le Royaume de Belgique. Mais alors, pourquoi, dans la cour d'une petite église méconnue des abords de Bruxelles, une ancienne plaque fissurée raconte-t-elle une toute autre histoire? Celle d'un champion de l'indépendance des Belges, vengeur de son peuple, qui serait mort en 1827, soit 3 ans avant la Révolution. Comment est-ce possible? Qui est ce mystérieux Belge vengeur et quelle serait alors cette première Belgique oubliée d'avant 1830? Bienvenue dans les Chroniques de Belgique, la chaîne ne cesse de grandir, donc merci mille fois à tous ceux qui sont déjà passés par ici et à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Si ce n'est pas encore votre cas, n'hésitez pas à le faire, beaucoup d'autres épisodes sont à suivre. Mais donc pour aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle page méconnue de l'histoire de la Belgique, celle d'une jeune république seule contre tous, qu'aucun monument, aucune fête, aucune date ne commémore, mais dont la courte existence aura pourtant été décisive pour la suite. Ici, pour commencer, on repartait de notre fameuse plaque, avec un nom déjà, Henri van der Noot, et puis un autre indice, il aurait osé défier rien de moins que l'empereur d'Autriche. Ah, voilà qui nous donne déjà une bonne indication, parce que oui, pendant un temps, la Belgique a bien été autrichienne, pendant 80 ans très précisément, de 1714 à 1794, après ce qu'on a appelé la guerre de succession d'Espagne. Cette guerre a eu tellement d'implications qu'elle mériterait un épisode à part entière, mais en ce qui concerne les Pays-Bas méridionaux, comme on appelle ces territoires, les Pays-Bas du Sud, le conflit les fait passer des mains de la dynastie des Habsbourg espagnols, les héritiers de Charles Quint, à celle de leurs cousins autrichiens. Et après 10 ans de guerre et de ravages en tout genre, qui ont mis l'économie et le commerce à l'arrêt, le retour de la paix est un gigantesque bol d'air, si bien que 3 décennies plus tard, et malgré un second conflit de quelques années dans la région, lorsque l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche succède à son père, la Belgium Austriacum, comme on dit alors, la Belgique autrichienne, a déjà retrouvé sa prospérité. C'est par exemple à cette époque que se met en place le réseau routier en dur le plus dense au monde, une particularité belge qui perdure encore aujourd'hui. C'est aussi à cette époque qu'on pose la première pierre de ce qui deviendra le Parlement belge, le Palais de la Nation. Même si au départ, il n'est pas du tout prévu pour ça bien sûr, il devait seulement abriter le Conseil du Duché de Brabant. Bref, tout semble alors aller pour le mieux pour les futurs territoires belges qui ont l'habitude d'être gouvernés par des monarques puissants, mais lointains. Tout change cependant le jour où Marie-Thérèse laisse sa place à son fils, Joseph II. Parce que Joseph II, c'est un homme de son temps, un homme moderne. Imprégné des idées des Lumières, il veut en finir avec les vieilles superstitions et les anciennes divisions de la société. Pour son temps, on pourrait même dire que c'est un empereur libéral, soucieux en tout cas du bien-être de ses peuples, mais pressé, bien trop pressé. À tel point qu'il édicte pas moins de 6000 décrets et 11 000 lois en 10 ans, ce qui lui vaudra d'être plus tard rangé par les historiens dans la catégorie des despotes éclairés, et il faut dire qu'il veut tout réformer, la justice, l'enseignement, la place de l'église surtout. Il a même voulu s'en prendre au folklore qu'il jugeait particulièrement inutile et arriéré. Ça, c'est une histoire assez incroyable d'ailleurs qui mériterait à mon avis un épisode à part. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresserait? L'année où le folklore a failli être interdit en Belgique? Dites-moi ça dans les commentaires.
En tout cas, parce qu'il a aussi une forte volonté de centralisation, Joseph II ne respecte pas, mais alors pas du tout, les forts particularismes locaux qui ont si longtemps caractérisé les provinces de son immense empire, dont bien sûr les petits territoires belges. Des provinces qui, bien que réunies sous l'autorité d'un même souverain, n'en restent pas moins très différentes. D'ailleurs, officiellement Joseph n'est pas empereur des Pays-Bas, il a un titre séparé pour chaque entité. Il est duc de Brabant, comte de Flandre, comte de Namur, etc. Chaque territoire a ses propres lois, ses propres coutumes et surtout ses propres privilèges, des libertés ou des avantages souvent durement négociés pendant des siècles avec les anciens souverains des Pays-Bas. Alors, quand le jeune Joseph II tente de réformer tout ça à la hussarde, même si ça part d'une bonne intention, eh bien ça va créer pas mal de mécontents, et parmi ceux-ci, oui, on y revient enfin, notre fameux Belge vengeur, Henri van der Noot. Celui qui sera plus tard surnommé affectueusement Vaderke Eindje, qu'on pourrait traduire par le petit père Henri, est l'héritier de l'une des plus grandes familles de Bruxelles, de ce qu'on nomme alors les 7 lignages de Bruxelles, des familles qui ont obtenu de gérer la ville entre elles pendant des siècles. C'est donc un défenseur acharné des privilèges de son rang, mais aussi, de manière générale, des libertés accordées aux grandes cités de Belgique. Et il va se rendre célèbre en prenant la parole lors de la Grande Assemblée des États de Brabant de 1787, à Bruxelles, avec ces mots : « Si je devais écrire toutes les infractions et atteintes faites à nos privilèges et à la constitution fondamentale de cette province, il me faudrait écrire des volumes. La loi fondamentale du pays est violée, malgré le fait que le duc régnant ait si solennellement promis de la garder et de la remplir exactement. » Un discours qui fait immédiatement de lui le porte-parole de tous les opposants aux réformes, les grandes familles, mais aussi les corporations de métiers, surtout l'Église, et avec elle, une grande partie des campagnes encore très religieuses à l'époque. Notez qu'on est ici seulement en 1787, donc avant la Révolution française de 1789. C'est vrai qu'au même moment, en France, les choses commencent aussi tout doucement à s'agiter, mais la situation est très différente. Et on ne peut pas réduire les événements qui vont survenir en Belgique à une simple contagion des idéaux français, comme on l'entend parfois, ce qui n'empêche pas, bien sûr, certains habitants des Pays-Bas d'être sensibles à ces idéaux de liberté et d'égalité qui circulent de plus en plus à cette époque-là. C'est notamment le cas d'un autre leader charismatique, Jean-François Vonck. Comme van der Noot, c'est un brillant jeune avocat, mais lui préfère de loin lire les philosophes des Lumières à la Bible. Pour Vonck, les réformes de l'empereur d'Autriche ne sont d'ailleurs pas si mauvaises en soi, mais c'est plutôt avec la manière, despotique et unilatérale, qu'il est en profond désaccord. À ce moment-là, on a donc en Belgique 2 courants qui se toisent. D'un côté, les conservateurs d'Henri van der Noot, qu'on appellera les statistes, car ils représentent avant tout les intérêts des différents États des Pays-Bas méridionaux, et de l'autre, les vonkistes, les partisans de Vonck, plus démocrates, plus libéraux, plus révolutionnaires. 2 mouvances très différentes donc, aux intérêts divergents voire opposés, mais qui se rejoignent au moins sur un point, faire plier l'empereur Joseph II d'une manière ou d'une autre. Alors pour l'heure, les deux se retrouvent en exil à Breda, juste derrière la frontière avec la Hollande. Ils s'allient pour créer une milice révolutionnaire avec des volontaires venus de tout le pays, mais aussi des religieux qui prennent les armes pour défendre la place de l'Église, ce qui fascinera beaucoup les commentateurs de l'époque. À la tête de cette étrange armée, un ancien colonel de l'armée autrichienne, Jean-André van der Merch. Tout ce petit monde complote donc en Hollande et fait d'abord circuler des pamphlets contre l'occupation autrichienne. Puis, à partir du mois d'octobre 1789, les insurgés décident de passer à l'action. À Anvers d'abord, à Turnhout ensuite, où van der Merch a l'idée géniale d'attirer l'armée impériale dans des combats de rue qui réduisent son avantage numérique, ce qui fait que, contre toute attente, les Autrichiens sont mis en déroute. Le soulèvement gagne alors le reste de la Flandre avant de se répandre dans le cœur de la Belgique autrichienne, le Brabant et sa capitale, Bruxelles.
Là, dans les rassemblements, on reprend avec ferveur sur des drapeaux et des cocardes les couleurs du vieux duché, le noir, le jaune et le rouge, même si ce n'est pas encore dans l'ordre qu'on connaît de nos jours. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs de révolution brabançonne pour désigner cette époque, parce que le Brabant est le plus gros morceau, que tout part de là, et que ce sont ces couleurs qui vont finir par s'imposer, même si, comme on l'a vu, la révolte touche bien toutes les provinces des Pays-Bas autrichiens. En novembre, une insurrection éclate à Mons, capitale du comté de Hainaut. À la fin de l'année, tous les Pays-Bas méridionaux, à l'exception du Luxembourg et de la citadelle d'Anvers, sont passés à la Révolution. Les Autrichiens sont purement et simplement chassés de Belgique. Après plusieurs années de lutte politique puis militaire, les rebelles proclament donc finalement la naissance des États belgiques unis en référence aux tout jeunes États-Unis d'Amérique, oui, rien que ça. Et sur le même modèle, ces États belgiques forment une république confédérale avec un congrès souverain à sa tête, même si l'essentiel du pouvoir reste au niveau des 12 petits États qui viennent de se rejoindre. Et encore, le Luxembourg, resté occupé par les Autrichiens, n'a jamais pu signer l'acte d'union. Qu'à cela ne tienne, comme premier président de ce nouvel État né en plein cœur de l'Europe du XVIIIe siècle, on élit Henri van der Noot, bien sûr, notre Belge vengeur. Alors que Jean-François Vonck est encore à Gand, le Vaderke est accueilli en libérateur à Bruxelles. Son triomphe semble total. Mais ce n'est pas parce qu'on vient de faire la Révolution et de proclamer une république, confédérale mais une république quand même, qu'on tombe forcément dans une époque de liberté totale. Surtout qu'en guise de premier président, les États belgiques unis viennent d'installer à leur tête un homme au programme essentiellement conservateur, on l'a vu, et un homme auquel le pouvoir va bien vite monter à la tête. Car si le Congrès n'a de réel pouvoir qu'en matière militaire et de politique étrangère, cela suffit à Van der Noot pour contrôler la toute nouvelle armée nationale, et gare à ceux qui lui résistent. Même Van der Merch, l'artisan de la victoire, est jeté en prison. Pour les Vonkistes, c'en est trop, ils s'insurgent contre cet autoritarisme, mais sont vite désignés comme des traîtres, et eux aussi, pourchassés. Vonck doit alors fuir en France et ne remettra plus jamais les pieds en Belgique. Van der Noot reste seul à bord. Pendant ce temps, à Vienne, Joseph II décède finalement sans récupérer ses précieux Pays-Bas. Celui qui se voulait un prince des Lumières meurt incompris, et c'est son frère, Léopold II, qui lui succède. Or, Léopold II va rapidement retrouver une marge de manœuvre en signant le traité de Reichenbach, en vertu duquel il fait la paix avec l'Empire ottoman qui occupait l'essentiel de son armée au sud et s'assure au passage que les autres grandes puissances regardent ailleurs en cas de conflit en Belgique. Pour la toute jeune République belge, c'est le début de la fin. Depuis le Luxembourg, le maréchal von Bender pénètre alors sur le territoire de la Confédération, malgré une dernière tentative de contre-attaque de la part des Brabançons. À Falmagne, en province de Namur, les Belges sont défaits. Von Bender marche sur Bruxelles, dont les notables se rendent le 2 décembre 1790. Tout est fini. Van der Noot, caricaturé par la propagande autrichienne, s'enfuit à nouveau en Hollande, d'où il était parti 14 mois plus tôt. Le soulèvement n'aura tenu que quelques années, l'indépendance du nouvel État, moins d'1 an. Dans les faits, l'idée d'une Belgique libre n'aura donc pas résisté longtemps. Pourtant, selon des recherches récentes, elle vient peut-être de plus loin qu'on ne le pensait. Un début de sentiment national semble bien avoir été en gestation dès la fin des années 1770 en réalité, avec même des premiers cours d'histoire belgique au programme de plusieurs écoles. Pour ceux qui voudraient en savoir plus là-dessus, je vous mets un lien vers cette étude dans la description. Si cette première tentative d'indépendance a donc rapidement tourné court, elle aura tout de même laissé des traces. D'ailleurs, 40 ans plus tard, les révolutionnaires de 1830 reprendront très vite les couleurs de ceux qui les avaient précédés. Leurs couleurs et leur devise aussi, l'union fait la force, une formule qu'ils s'efforceront de suivre cette fois.
Et lorsqu'il s'agira de choisir un régime et des alliances, les Belges se souviendront de la terrible leçon de 1790, celle de la jeune république isolée, seule contre tous, et ils opteront plutôt pour une monarchie avec un roi étranger, mais qui peut leur offrir la protection des grandes puissances.